Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler d'intelligence artificielle et de cybersécurité. Je sais que vous avez été nombreux à me poser ces questions, à voir un petit peu comment on peut faire le rapprochement entre les deux. Alors, si vous êtes débutant en cybersécurité, je vous invite tout de suite à télécharger le guide qui est disponible directement dans la description. Il est offert, donc allez vous servir. Alors, je vais d'abord vous dire que je ne suis pas un expert en intelligence artificielle. J'ai quelques notions, j'ai quelques bases et j'ai fait mes recherches. Aujourd'hui, on va essayer de se focaliser sur le produit qui s'appelle OpenGPT, donc c'est le chat.openai.com. Il a fait beaucoup parler de lui parce qu'en plusieurs jours, il a atteint 1 million d'utilisateurs. Alors, ce logiciel n'est pas tout le temps disponible, donc je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que j'ai pu en faire et un peu les questions que j'ai pu lui poser pour voir les résultats qu'on pouvait avoir et voir si ça allait avoir un impact vraiment majeur sur la cybersécurité. La première chose que j'ai essayé de faire, c'est de me mettre dans une approche en termes d'entreprise, pas en termes de particulier, pour demander des questions qui sont les plus pertinentes possibles. Donc la première question en fait que je vais poser, c'est lui demander d'écrire une politique de sécurité des systèmes d'information pour une entreprise de 250 personnes qui fabrique des chaussures. Alors vous pouvez avoir des fois des réponses en anglais, des fois des réponses en français. Vous n'avez pas forcément la même qualité de réponse, pas la même complexité des réponses. Nous on va essayer de se focaliser sur la partie française parce que c'est plutôt une communauté française qu'on a à l'heure actuelle. Mais globalement, vous verrez qu'on n'a pas forcément les mêmes résultats. Bien sûr, il y a un élément qui est extrêmement important. Je vais vous le présenter rapidement avant qu'on commence cette vidéo, c'est la partie pricing. Moi, je suis sur un truc qui est complètement gratuit, donc du coup, j'ai un certain nombre de résultats qui sont limités. Ce n'est pas la qualité des résultats qui sont limités, mais le nombre de caractères renvoyés. Donc potentiellement, ça peut influer, mais je peux faire autant de requêtes que je souhaite. Donc après, il faut juste que je démultiplie les différentes requêtes que je souhaite réaliser. Donc là, quand je lui demande d'écrire une politique de sécurité des systèmes d'information, c'est un document qui est en général assez complexe dans l'entreprise, qui est réalisé par un responsable de la sécurité des systèmes d'information, donc un RSSI, qui est un document qui est assez large et qui vise à mettre une structure pour l'ensemble de la sécurité de l'entreprise. Donc on voit que c'est quelque chose normalement qui est quand même assez grand, on reste assez haut niveau avec une approche en général par les risques et on n'est pas du tout opérationnel. L'opérationnel sera regardé pour la partie mode opératoire où on décrira les processus. Donc ici, je lui demandais justement de me faire un peu le détail et lui, il m'a fait une liste de 8 points. Alors 8 points parce que je pense qu'il ne peut pas en afficher plus par rapport à ma version. Mais quand on regarde les points qui sont affichés, ce sont des points qui sont très génériques. Et globalement, si on prend le premier, c'est la mise en place d'un système de gestion des accès pour contrôler les utilisateurs qui ont accès au système et aux données sensibles de l'entreprise. Donc là, ok, c'est plutôt global. Bien sûr, il faudra le détailler. Là où je pense qu'il faudra travailler un peu plus avec l'AI, c'est prendre ce point-là et lui demander de l'expliciter pour avoir un pavé un peu plus important, parce qu'on ne peut pas juste donner ça aux personnes et leur dire bah, vous allez créer un mode opératoire sur cet élément-là. Après, on a la mise en place de procédures de sauvegarde et de restauration des données pour protéger contre les pertes des données en cas de sinistre ou de panne. On voit finalement que les données qui nous sont retransmises par OpenAI sont des données qui sont très génériques. Il n'y a rien de vraiment spécifique et pas forcément de choses qui sont liées à, par exemple, la fabrique des chaussures. J'avais essayé de mettre un peu un élément un peu typique parce que une PSSI, en fait, ça s'adapte d'une entreprise sur l'autre. On ne peut pas appliquer la même PSSI à l'ensemble des entreprises. Il faut bien sûr avoir une structure qui est, on va dire, la plus centrale possible d'une structure à l'autre, mais après, on va avoir des spécificités en fonction des métiers, en fonction des différentes choses qui vont être faites. Donc là, par exemple, on peut prendre un autre cas, mise en place d'une politique de gestion des mots de passe pour protéger les comptes utilisateurs contre les attaques par dictionnaire. Donc pour moi, c'est même une politique de gestion des mots de passe pour protéger l'ensemble des comptes utilisateurs. Il n'y a pas uniquement contre les attaques par dictionnaire, parce qu'il y a plein d'autres attaques qui sont possibles. Et donc des fois, il est trop spécifique sur certains éléments. Donc c'est là où il faut vraiment avoir un peu de l'expérience en fait pour arriver à juger la qualité de ces résultats. Et je sais qu'il y a beaucoup de débutants qui vont prendre les éléments comme ça et qui vont les retranscrire en pensant que c'est vraiment de la bonne qualité. Il faut vraiment faire attention à ça et prendre un petit peu de hauteur. Maintenant, si on lui demande un mode opératoire. Donc un mode opératoire, c'est clairement le fait de d'écrire explicitement ce que les opérateurs doivent faire pour mettre en place la politique de sécurité, pour l'implémenter. Donc par exemple, la politique de sécurité, ça peut être mettre en place des sauvegardes avec redondance. Et dans le mode opératoire, ça sera, il va nous falloir 3 sauvegardes, dont une distante sur 2 supports différents. Et ces sauvegardes vont être faites avec Vim Backup et autres. Donc voilà, il faut vraiment mettre tous les éléments. Et donc le mode opératoire, c'est vraiment l'application de la directive qui va être donnée dans la politique de sécurité. Et ici, quand on regarde le mode opératoire, j'ai pris un des éléments qui nous était fourni plus haut. Donc c'est la mise en place de procédures de gestion des incidents de sécurité pour une entreprise de 250 personnes qui fabrique des chaussures. Donc quand vous rééchangez avec lui dans le chat, il va reprendre les anciens éléments. C'est pour ça que j'ai créé plusieurs conversations sur le côté pour qu'il puisse assimiler l'ensemble des informations. Et donc là, la première chose à faire, il nous met définir les rôles et responsabilités. Définir clairement les rôles et responsabilités de chaque membre de l'équipe en cas d'incident de sécurité informatique.
Cela inclut les responsables de la détection, de l'analyse, de la notification et de la résolution d'incidents. Donc moi, je m'attendais à ce qu'ils mettent, je sais pas, peut-être un petit tableau, peut-être quelque chose directement qui soit un peu plus formel. Donc là, on voit que ça manque de formalité. Mais globalement, on voit quand même qu'il y a une certaine structure. Là, quand il dit créer un plan de gestion des incidents, il met créer un plan détaillant les procédures à suivre en cas d'incident de sécurité, y compris les procédures d'urgence, les numéros de téléphone, les adresses mail, les personnes à contacter, les étapes à suivre. Pour moi, créer un plan de gestion des incidents, c'est même dans la politique de sécurité. Ce n'est pas dans le mode opératoire. Le mode opératoire, c'est étape 1 faire ça, étape 2 faire ça, étape 3 faire ça. Donc on voit qu'il a encore un peu de mal à faire la distinction entre les deux et à avoir ces notions-là qui sont pour moi des notions d'expérience, hein, comme je vous le disais. C'est ça qui fait vraiment la différence entre une AI qui évolue avec le temps. Là, on est sur GPT-3 qui a un certain nombre de neurones, un certain nombre de connexions. GPT-4 va s'avérer être beaucoup plus puissant, donc il faudra peut-être voir avec la sortie de GPT-4. Et là, OpenAI, c'est uniquement un logiciel d'intelligence artificielle. Je vous ai trouvé un Twitter qui listait un grand nombre d'intelligences artificielles en fonction de ce que vous voulez faire. Il en existe plein d'autres. On entend parler beaucoup d'OpenAI parce qu'il est très médiatisé, mais il en existe plein d'autres qui font d'autres choses. Il faudrait arriver à toutes les tester pour voir un petit peu l'implication qu'elles peuvent avoir dans la cybersécurité. Mais pour moi, aujourd'hui, ça reste encore trop léger sur ces aspects-là. Donc ça, c'était plutôt pour la partie, on va dire, organisationnelle, gestion des choses. Maintenant, c'est d'un point de vue un peu plus technique. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai mis un code qui est vulnérable, un bout de code PHP, qui est relativement simple, avec 3 vulnérabilités qui sont importantes dedans. Donc là, on peut être dans le cas, par exemple, d'un audit de code, où on a un auditeur qui reçoit ce code-là, et on lui dit quelles sont les vulnérabilités qui sont dessus. J'ai pris le code, je l'ai collé dedans directement pour voir ce qu'il allait nous répondre. Là, automatiquement, il nous répond en anglais, parce que je pense que le code est majoritairement écrit en anglais. Il nous explique en fait que le script PHP va se connecter à une base de données qui s'appelle partage de connaissances et qui va utiliser les identifiants root et MySQL et qui va afficher les erreurs si jamais il y en a. Le premier élément qui m'est pas remonté et qui pose problème, c'est qu'il voit bien qu'il y a les identifiants root et MySQL et pour lui, ce n'est pas une vulnérabilité. À aucun moment, il lève une alerte en disant attention, root et MySQL, c'est des identifiants par défaut, c'est du mot de passe web. Donc pour moi, ça c'est déjà une première vulnérabilité qui n'est pas relevée. Après, ici, il va remonter certains éléments en disant qu'il y a une requête SQL et du coup, je veux le forcer le plus explicite et donc je lui demande si ce script est vulnérable. Pour moi, je m'attends à ce qu'il remonte 3 vulnérabilités. Là, il va nous remonter uniquement une vulnérabilité qui est l'injection SQL, qui est effectivement bien présente. Hein. Si on regarde ici la partie requête SQL, on va directement récupérer en fait la variable nom et prénom depuis les informations qui sont transmises et on va passer la variable nom directement dans la requête SQL, ce qui fait qu'on va avoir une injection SQL. Donc ça, effectivement, il la trouve bien, donc on voit qu'il y a quand même un élément qui est assez intéressant. Et là, effectivement, il nous explique qu'il faut passer par un préparateur de requête, qu'il faut bien l'appliquer et qu'il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose parce que là, en fait, dans ce cas-là, c'est juste que le préparateur de requête n'a pas été utilisé, il est utilisé pour initier la connexion, mais pas pour réaliser la requête. Et même dans certains cas, j'ai déjà vu des fois où même si le préparateur de requête est utilisé, il est mal utilisé, ce qui conduit à une vulnérabilité. Donc là, sur la partie SQL, il est plutôt bon. Et après, il n'avait pas trouvé la partie XSS, donc je ne sais pas si c'était un manque de données de retour ou si c'est parce qu'il ne l'avait pas trouvé. Donc du coup, je l'ai collé juste la partie où il y a l'injection XSS. Et donc là, effectivement, il nous explique que le script HTML va afficher bienvenue sur la page principale et qui va être suivi de la variable nom. Et donc ici, il nous explique effectivement que si la variable prénom elle n'est pas correctement filtrée en amont, eh ben, ça peut mener à une XSS. Et effectivement, c'est le cas. Hein. Si on regarde ici, la variable prénom elle n'est pas filtrée du tout, elle est directement réutilisée, donc vulnérabilité également. On est quand même obligé de bien découper, savoir ce qu'on cherche, mais je pense que ça peut faire beaucoup de bien sur des grandes quantités de code, par exemple. Si on prend du code directement sur GitHub et qu'on le colle dedans, peut-être qu'il peut arriver à nous trouver des choses qu'on n'a pas forcément vues. Donc je pense que ça c'est un bon point et je pense que l'intelligence artificielle a une vraie valeur ajoutée sur ça. Ça permettra de traiter peut-être beaucoup mieux que certains logiciels aujourd'hui de scan de code statique. Parce que bien sûr tout ce qui est dynamique aujourd'hui il ne pourra pas le voir et ça reste des choses qui sont assez limitées. Ensuite, si on continue sur la partie technique, je vais demander de donner des conseils pour sécuriser un Active Directory dans une entreprise de 1000 personnes. Un Active Directory, c'est un service qui va permettre de faire l'authentification et l'identification de la plupart des comptes sur un domaine Windows. Et du coup, c'est un pilier central en fait dans les entreprises et c'est relativement complexe à sécuriser parce qu'il y a beaucoup de choses auxquelles penser, il y a beaucoup
de détails auxquels penser, il faut connaître un petit peu toutes les attaques, donc c'est quelque chose qui est assez solide. Et ici, quand on regarde un petit peu les recommandations qui sont données, on a utilisé des mots de passe forts et des stratégies de rotation de mots de passe pour protéger les comptes administrateurs et les comptes utilisateurs. Donc oui, ça, il n'y a rien de particulier. Utiliser des comptes utilisateurs séparés pour les activités administratives et activités normales. Mais pour moi, ça fait déjà partie en fait, de la politique de sécurité et c'est pas forcément lié uniquement à l'Active Directory, mais on peut l'inclure dedans. Utiliser des stratégies de groupe pour réglementer les autorisations et les privilèges d'accès au répertoire aux fichiers. Ça, pour moi, c'est partie du système de fichiers et on peut l'implémenter au niveau Active Directory. En fait, la plupart des choses qu'il va donner s'implémentent à plusieurs endroits. Mais il n'y a aucun élément sur, par exemple, des vulnérabilités liées à certaines configurations et autres. Et je pense que voilà, ça manque de détails encore. C'est que c'est trop généraliste à mon humble avis. Ensuite, j'ai essayé de faire autre chose. Voilà, j'ai essayé différentes choses pour vous donner un petit peu un retour, pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça vaut ou pas en termes d'intelligence artificielle. Et là, je vais demander quelque chose de très spécifique. Quand on fait du test d'intrusion ou par exemple un audit de vulnérabilité, on va chercher des vulnérabilités spécifiques pour une version spécifique. Donc là, je vais pris le Linux Kernel 4.3.3 qui est un petit peu ancien pour qu'il ait les données parce que je sais qu'il n'a pas les données les plus récentes. Donc comme ça, moi, j'étais sûr qu'il ait des données. Et là, la réponse qu'il nous donne, c'est qu'effectivement, il dit qu'il y a plusieurs vulnérabilités qui sont présentes dessus, qui donne certains conseils pour protéger, comme la restriction des privilèges, comme l'utilisation de parfait de logiciel antivirus, qui pour moi n'ont pas un rapport direct avec le Linux kernel, parce que là on est sur juste une version du kernel qui est dépréciée, s'il était à jour, il n'y aura pas forcément de problématique. Et du coup, je lui ai demandé explicitement de me donner la liste des CVE, et en fait, là, il me dit qu'il n'a pas accès à la liste des CVE. Donc la liste des CVE, c'est toutes les vulnérabilités qui sont identifiées dessus. Donc on voit que finalement, il est très limité en termes de retour. Donc on voit qu'il lui manque encore quand même beaucoup d'informations. Donc ça ne va pas bouleverser notre métier pour l'instant. Je pense que c'est une vraie aide pour structurer un grand nombre d'éléments pour des personnes qui n'ont jamais fait de cybersécurité. Ça va permettre d'avoir un premier pas, de comprendre un peu comment les éléments fonctionnent, d'avoir quelques informations. Mais c'est trop limité d'un point de vue technique et d'un point de vue structurel. Il faut vraiment encore un peu de cerveau humain pour faire ça. Parce que si on va sur ExploitDB, qui est un site où on trouve beaucoup de vulnérabilités et surtout des exploits qui sont liés, ici on prend notre Linux kernel 4.3.3, on a un overlays qui est une élévation de privilège local avec le numéro de la CVE qui est 2015. Donc on voit quand même que c'est pas récent hein, ce que je lui ai donné. Hein. C'est quelque chose qui a déjà 6 ans, donc c'est quand même qui a déjà plus de 6 ans, donc c'est quand même assez important. Et ici on a même un code d'exploitation avec qu'on pourrait mettre pour élever nos privilèges sur les systèmes Linux. Donc finalement, on voit que c'est bien, mais ça reste très limité et ça reste mon avis. Ensuite, je vais donner quelque chose d'autre qui est complètement différent pour voir vraiment, j'ai essayé de taper tout ce qui me venait un peu à l'idée, voir comment c'était possible et voir ce qu'on pouvait lui faire sortir un petit peu de ses tripes. Et donc là, je lui ai demandé de me donner une liste de 5 outils pour analyser un malware. Donc effectivement, il m'a parlé de VirusTotal, dont je vous ai déjà parlé. C'est un outil qui permet de faire de l'analyse de fichiers en ligne. Vous déposez une URL et lui, il va le propager dans 70 antivirus différents pour essayer de vous donner un retour. Après, Malwarebytes, pour moi, c'est plutôt aujourd'hui un peu un antivirus. Il sert encore d'anti-malware, mais c'est plus sa fonction première. Ça l'était un petit peu à l'époque. Mais pour moi, on ne fait pas d'analyse de malware avec un anti-malware. C'est pas l'objectif. Wireshark, oui, pour analyser les connexions réseau, mais c'est pas forcément la chose principale. OliDBG, qui est un debugger pour faire du debug de malware, qui est de loin, qui n'est pas le meilleur, et de loin, il y en a plein d'autres qui marchent extrêmement bien. On a Immunity, on a WinDBG, on a Hydra, on en a plein d'autres. On en a plein d'autres qui marchent beaucoup mieux. Et Process Hacker, qui est un outil de surveillance pour des processus. Oui, c'est bien, mais c'est pareil, c'est pas le meilleur. Voilà. Je m'attendais vraiment à quelque chose d'un peu mieux. En fait, on voit que les résultats sont corrects, mais il est vraiment en train d'apprendre et c'est pas fou pour moi. Je pense que vous pouvez vous aider pour faire pas mal de choses, pour rédiger des bouts, pour avoir des structures, pour avoir certains éléments. Mais en termes de connaissances, ça va être vraiment trop limité. Il faut vraiment rentrer un peu dans le dur, surtout si vous voulez travailler dans la cybersécurité. Par contre, si vous voulez apprendre certaines choses, ça peut être très intéressant. Par exemple, ici, on peut lui faire un nouveau chat. Vous pouvez lui expliquer comment fonctionne le SMB, par exemple. Ou allez, on va lui Kerberos Hosting. On va lui prendre une vulnérabilité qui est assez complexe au niveau de l'Active Directory. Et on lui demande comment fonctionne le Kerberos Hosting. Et donc là, il nous dit que c'est une technique pour craquer les mots de passe des comptes utilisateurs qui ont des privilèges élevés sur Active Directory. Cela implique l'obtention d'un ticket Kerberos
Donc voilà, là on voit quand même qu'on a des explications qui peuvent être beaucoup plus intéressantes. Si jamais vous avez des difficultés à comprendre certains termes, certaines choses, bah là vous pouvez vous appuyer clairement dessus parce que ça vous permettra d'avoir des éléments. Et là quand on voit qu'effectivement on a Impacket qui est un logiciel qui est très utilisé pour faire du Kerberos, et ben oui, là on a certains éléments qui sont intéressants. Donc voilà, très mitigé, il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont beaucoup moins bien. Après ça va être à vous de voir comment vous voulez le faire. Après, je vous rappelle que j'ai écrit et fait une formation qui est disponible dès maintenant, dans lequel en fait je vous apprends vraiment toutes les notions qui sont indispensables à connaître en cybersécurité. Ce n'est pas une formation qui est technique, c'est une formation qui a vocation à vous faire travailler dans la cybersécurité, à vous apprendre vraiment tout ce dont vous avez besoin pour travailler dans ce domaine-là, que ce soit d'un point de vue technique ou d'un point de vue organisationnel. Ce sont toutes les missions d'audit, toutes les bases, les connaissances à avoir. Donc voilà, je vous laisserai aller voir, le lien est directement dans la description. Donc je vous laisserai aller regarder si ça vous intéresse. Et enfin, j'avais envie de vous parler un petit peu d'un article sur lequel je suis tombé récemment. C'est des chercheurs de chez Checkpoint, donc la partie pare-feu, qui se sont aperçus que ChatGPT, donc le logiciel que je vous ai montré, était utilisé par certains pirates pour commencer à écrire des bouts de code malveillants. Donc là, par exemple, ils ont trouvé sur un forum des personnes qui ont écrit un voleur d'informations grâce à ChatGPT. Donc ils expliquent un peu ce qu'ils veulent. Ils donnent des bouts de code. Alors, ils disent qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas assez développé pour arriver à passer à travers tous les antivirus et autres, mais en fait, ça pourrait être inclus dans d'autres éléments. Et certaines personnes ont même réussi à écrire des plateformes de marché entières illicites grâce à OpenAI. Parce qu'on peut lui faire écrire des bouts de code directement. Et donc, potentiellement, il y aurait des choses qui pourraient évoluer. Mais qui dit que ces éléments ont été créés par une intelligence artificielle, dit qu'ils peuvent être également être détectés par une intelligence artificielle. Donc, à partir du moment où les antivirus vont intégrer ces AI directement dedans, automatiquement ça se contrôlera. Parce qu'aujourd'hui, il est possible de détecter si un bout de code ou si un texte a été écrit par une AI ou par un être humain. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, voir comment ça va évoluer. Mais voilà un petit peu où ça va se lancer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé d'autres AI pour la partie cybersécurité. Dites-moi ce que vous en pensez, si pour vous ça va complètement bouleverser la cybersécurité de demain, ou si ça va être une aide complémentaire comme on a pu avoir avec d'autres logiciels, d'autres technologies qui sont sorties. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. Pensez à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!